Ils disent que l'obsession est la seule drogue qu'Hollywood n'a jamais appris à cacher. Derrière chaque écran argenté, une légende cachait une compulsion secrète, une addiction qui menaçait de tout consumer, même la célébrité elle-même. Que se passe-t-il lorsque les stars les plus glamour du monde sont gouvernées par des passions trop dangereuses pour être contrôlées? Des liaisons chuchotées, aux cascades imprudentes et aux luttes pour le pouvoir, les histoires vraies sont plus folles que n'importe quel scénario. Restez à l'écoute, car une obsession sur cette liste a presque fait tomber une dynastie hollywoodienne avant le dernier rideau. Errol Flynn. Le nom d'Errol Flynn est toujours synonyme d'aventure, mais sa quête la plus périlleuse était toujours pour la prochaine sensation forte, peu importe qui se la blessait en chemin. Dans les années 1930 et 40, les aventures de Flynn à l'écran n'étaient rien comparé au chaos qu'il créait en dehors. Il recherchait l'excitation, qu'elle vienne de courses de yachts, de cascades dangereuses ou de la poursuite de plaisirs interdits. Les femmes, en particulier, devinrent son obsession. Les liaisons infâmes de Flynn, souvent avec des filles mineures, laissaient les dirigeants de Warner Brothers dans un état de panique perpétuel. Scandale après scandale, notamment son procès pour viol statutaire en 1942, menaçait de faire dérailler sa carrière. Mais la machine du studio a lancé un écran de fumée de puissance juridique et de manipulation médiatique. Flynn lui-même alimentait la légende, se vantant célèbrement. « J'aime mon whisky vieux et mes femmes jeunes. » Cette phrase n'était pas anodine. C'était une confession. Son manoir devint célèbre pour ses Judas cachés et ses miroirs, tandis que sa consommation de drogue et son alcoolisme ne faisaient qu'intensifier la spirale. Il y avait des rumeurs persistantes de contrebande, d'espionnage, voire de connexions nazies, des histoires qui ne faisaient qu'ajouter à sa réputation de joker intouchable d'Hollywood. Mais le moteur qui alimentait la célébrité de Flynn était le même qui l'a détruit. À 50 ans, son corps était ravagé par des années d'excès. Il est mort en 1959, ruiné et entouré de scandales, laissant derrière lui un héritage à moitié légendaire, à moitié avertissement. Les obsessions dangereuses de Flynn ont fait de lui une superstar, et finalement, son pire ennemi. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a fait rire le monde avec son iconique Petit Vagabond. Mais derrière le burlesque et le pathos se cachait un homme obsédé par le contrôle de ses films, de son image, et surtout, des femmes dans sa vie. L'obsession de Chaplin pour la perfection frôlait la cruauté. Pendant le tournage de La Ruée vers l'or, il a forcé l'actrice Georgia Hale à endurer des dizaines de prises dans des conditions glaciales, la poussant au bord de l'effondrement. Sur les lumières de la ville, les colères de Chaplin sont devenues légendaires. Il a une fois brisé une caméra dans un accès de colère, blessant un membre de l'équipe et blâmant la victime pour s'être mise en travers de son chemin. Le côté sombre de son obsession se manifestait dans sa vie privée. Chaplin poursuivait sans relâche des femmes beaucoup plus jeunes, souvent des adolescentes, et insistait pour les façonner en son idéal de première dame sur le plan émotionnel, physique et même contractuel. Son mariage avec Lita Grey, âgée de 16 ans, est devenu un cauchemar public, avec des accusations de maltraitance, de menaces et de manipulation psychologique. Lorsque Grey est partie, le scandale du divorce qui a suivi a failli ruiner la carrière de Chaplin, mais il a réussi à s'en sortir, protégé par sa célébrité. Même en politique, le besoin de Chaplin de contrôler son récit lui a causé des ennuis. Accusé de sympathie communiste pendant la peur rouge, il a été interdit de rentrer aux États-Unis en 1952. Mais Chaplin a dit un jour: « Je ne suis qu'une chose, un clown. » La vérité était bien plus compliquée. Son obsession avec le contrôle était son carburant créatif, mais cela faisait aussi de lui l'une des figures les plus discrètement dangereuses d'Hollywood. Une personne qui façonnait et parfois brisait tous ceux dans son orbite. Robert Mitchum. Le calme aux yeux endormis de Robert Mitchum masquait un besoin insatiable de rébellion. C'était un homme qui non seulement jouait le mauvais garçon, mais le vivait. L'obsession de Mitchum était le risque lui-même. Que ce soit des bagarres de bar, une conduite imprudente ou pousser l'autorité à son point de rupture, il vivait pour la montée d'adrénaline qui venait avec le flirt avec le désastre. Son arrestation pour marijuana en 1948 avec l'actrice Lila Leeds fit la une des journaux nationaux, menaçant de mettre fin à sa carrière dans un Hollywood obsédé par l'image morale. Mais au lieu de reculer, Mitchum semblait presque amusé par le chaos. Il a balayé le scandale d'un revers de main, plaisantant que se faire arrêter était comme être pris avec une bière. Cette indifférence est devenue une partie de sa légende.
En coulisses, la volatilité de Mitchum en faisait un casse-tête pour le studio. Sur le plateau de Blood on the Moon, il a défié le réalisateur Robert Wise en état d'ébriété, ce qui a poussé les membres de l'équipe à intervenir physiquement. Son penchant pour la violence était si notoire que RKO a assigné un ancien boxeur pour le garder hors des ennuis. La police devait appeler le studio avant de procéder à une arrestation, un privilège réservé uniquement aux stars les plus précieuses et les plus dangereuses. Mitchum n'a jamais essayé de cacher sa sauvagerie. Je n'arrêtais pas d'essayer de me faire virer, mais il continuait à me promouvoir à la place, disait-il célèbrement. Pour Mitchum, l'obsession n'était pas liée à un vice en particulier. C'était vivre à la limite, faire du danger son compagnon, et construire une carrière que Hollywood ne pouvait pas se permettre de perdre, même lorsqu'il perdait le contrôle. Marlon Brando. Marlon Brando était une révolution en mouvement, une force de la nature qui vivait pour défier les attentes et parfois le bon sens. Son obsession, enfreindre les règles, repousser les limites et tester la patience de tous ceux qui l'entouraient. Le talent de Brando était indéniable, mais son goût pour le chaos l'était tout autant. Sur le plateau, il était un tourbillon, imprévisible, lunatique et capable de faire dérailler des productions entières par un seul éclat. La réalisation de Mutiny on the Bounty est devenue une légende à Hollywood, non seulement pour le film, mais aussi pour la quasi-mutinerie que Brando a incitée parmi les acteurs et l'équipe. Il défiait les réalisateurs, réécrivait les répliques sur un coup de tête et s'ingérait dans des cascades dangereuses qu'il n'avait pas à contrôler. À un moment donné, son comportement était si imprudent que MGM a failli faire faillite à cause des dépassements de budget et des blessures. Hors écran, les obsessions de Brando prenaient la forme de liaisons tumultueuses, de relations compliquées et de tragédies familiales qui se déroulaient sous les yeux du public. Il poursuivait le plaisir et la controverse avec une égale férocité. Il rejetait la machine hollywoodienne, refusant des récompenses, quittant les plateaux et utilisant sa célébrité comme un bouclier pour un comportement qui aurait coulé un acteur moins célèbre. Le besoin de Brando de se libérer de toute contrainte a conduit à des moments célèbres, comme tirer avec une vraie arme dans le plafond d'un studio ou intimider émotionnellement et physiquement ses costards. Pour Brando, les règles n'étaient pas seulement faites pour être brisées. Elles étaient un défi, une ligne à franchir, encore et encore. Comme il l'a dit une fois, si quelque chose est perturbant pour l'estomac, c'est de regarder des acteurs pendant leur temps libre, sans leur garde. L'obsession dangereuse de Brando pour la rébellion l'a transformé en légende, mais elle a aussi laissé des cicatrices sur tous ceux, y compris lui-même, qui ont essayé de s'approcher. Clark Gable. Clark Gable régnait sur Hollywood avec un charme sans effort, mais son obsession la plus durable était le contrôle de son image, sa relation. Et l'aura puissante qu'il projetait, le roi d'Hollywood prospérait en étant désiré, non seulement par les fans, mais aussi par ses costards, et, de manière plus dangereuse, par les femmes qu'il poursuivait en secret. L'obscurité derrière sa personnalité publique a émergé lors du scandale infâme avec Loretta Young. Pendant le tournage de The Call of the Wild en 1935, les avances de Gable ont conduit à une grossesse secrète, un incident que Young a plus tard décrit comme un viol, des décennies avant que le terme n'entre dans la conversation publique. La réponse de MGM fut un classique du contrôle des dégâts de l'époque des studios. Ils ont éloigné Young, caché sa grossesse et arrangé pour qu'elle adopte son propre enfant. Gable était protégé, sa réputation préservée à tout prix. Mais le pouvoir était la véritable addiction de Gable. Il traversait les liaisons avec un mépris imprudent pour les conséquences, impliquant souvent des femmes mariées, tandis que les agents du studio enterraient les scandales. Sa consommation d'alcool ne faisait qu'intensifier ce besoin de domination. Plusieurs accidents de voiture, y compris ceux qui ont blessé d'autres personnes, ont été discrètement effacés des dossiers par l'équipe juridique de MGM. Même pendant son service militaire, le désir de Gable de se prouver l'a poussé à se porter volontaire pour les missions de bombardement les plus risquées, se mettant lui-même et les autres en réel danger, parfois plus pour les gros titres que pour l'héroïsme. Pour Clark Gable, l'obsession du pouvoir a façonné chaque relation, chaque décision de carrière et chaque secret. Les studios pouvaient garder les scandales hors de la presse, mais pas hors des vies qu'ils changeaient à jamais. L'obsession dangereuse de Gable laissait derrière elle une traînée de chagrin, de peur et d'histoires chuchotées qui ne faisaient que s'amplifier avec le temps. John Barrymore. John Barrymore était plus qu'un idole de matinée. Il était le grand profil, un homme dont le talent et le charme semblaient sans limite.
Mais la véritable obsession de Barrymore était la seule chose qu'il ne pouvait jamais conquérir. L'alcool. Son histoire d'amour avec la bouteille a commencé dans le monde du théâtre. Mais le glamour et l'indulgence d'Hollywood ont transformé une faiblesse privée en une catastrophe publique. Dans les années 1920, sa consommation d'alcool était un secret de Polichinelle. Les réalisateurs l'enfermaient dans les loges pour l'empêcher de quitter le plateau, tandis que ses costards vivaient dans la crainte de l'humeur ou du désastre qu'il pourrait apporter. Il est devenu connu pour apporter des armes chargées, et même des animaux sauvages, comme une pieuvre vivante, sur le plateau, créant un environnement où le danger n'était jamais loin. L'ampleur de l'autodestruction de Barrymore était légendaire. Il a causé des dizaines de milliers de dollars de dégâts matériels, détruit des amitiés et menacé à plusieurs reprises de violence lors de pertes de connaissances. Lors d'un incident célèbre, il a brandi un couteau de chasse sur son costard Wallace Beery, obligeant le réalisateur à intervenir. Le nom de famille de Barrymore et son génie théâtral l'ont protégé plus longtemps que la plupart, mais même cela n'a pas pu le protéger des conséquences de son obsession. À mesure que sa dépendance s'aggravait, son travail en souffrait. Les répliques étaient oubliées, les scènes gâchées, et un héritage terni par la tragédie. Son frère Lionel a un jour remarqué que sans le nom Barrymore, John aurait été interné ou emprisonné des années auparavant. L'obsession de John Barrymore pour l'alcool était à la fois une malédiction et un mécanisme d'adaptation, alimentant le mythe et la déchéance. Il est mort brisé en 1942, laissant derrière lui une mise en garde sur la façon dont les étoiles les plus brillantes peuvent être consumées par leur propre ombre. Joan Crawford. Joan Crawford était la première dame de fer d'Hollywood, une star si déterminée à rester au sommet que la perfection elle-même est devenue une obsession impitoyable. Derrière sa façade glamour et ses pommettes acérées se cachait une femme qui exigeait le contrôle de chaque aspect de son public. Et vie privée. L'obsession de Crawford était à la fois son plus grand atout et son défaut le plus dangereux. Sur le plateau, sa quête de perfection la poussait à des extrêmes terrifiants. Elle était connue pour ses accès de violence contre le casting et l'équipe, attaquant une fois une assistante de garde-robe avec un cintre en métal, la laissant ensanglantée et traumatisée. Tout cela à cause d'une paire de chaussures mal placées. Des costards comme Fred MacMurray n'ont jamais oublié ses colères imprévisibles. Il a gardé les cicatrices d'une altercation sur le plateau pour le reste de sa vie. L'alcool ne faisait qu'intensifier sa volatilité. Plusieurs rapports de MGM ont documenté des occasions où la consommation d'alcool de Crawford la rendait incontrôlable, nécessitant que le personnel la retienne physiquement après des confrontations en état d'ébriété. Son agressivité n'était pas seulement impulsive, elle était calculée. Crawford était connu pour cibler une personne dès le début de chaque production, en faisant un exemple pour instiller la peur et assurer la discipline de tout le casting et l'équipe. Même les hommes les plus puissants d'Hollywood n'étaient pas à l'abri. Lors d'une dispute animée, elle aurait menacé le légendaire producteur Louis B. Mayer avec un ouvre-lettres. Le besoin de contrôle de Crawford s'étendait également à ses enfants, comme le raconte le célèbre mémoire de Christina Crawford, Mommy Dearest. Mais que ce soit en tant que mère ou star de cinéma, l'obsession de Joan était toujours la même, la perfection à tout prix. Bien que cette quête incessante ait assuré sa place dans l'histoire d'Hollywood, elle a également laissé des blessures profondes chez tous ceux qui l'entouraient. L'héritage de Crawford est celui d'une brillance éclipsée par une lutte incessante avec l'obsession même qui a fait d'elle une légende. Wallace Beery. Wallace Beery était adoré par le public pour ses rôles bourrus et attachants. Mais loin de la caméra, il était tristement célèbre pour une obsession de la domination qui faisait de lui l'une des stars les plus redoutées de MGM. Sur le plateau, l'agressivité de Beery frôlait le sadisme. Il était connu pour ses accès de colère explosifs, notamment envers ceux qu'il considérait comme inférieurs à lui. L'exemple le plus effrayant de son comportement est lié à la mort mystérieuse du comédien Ted Healy, fondateur des Trois Stooges. Plusieurs témoins ont affirmé que Beery avait participé à une agression brutale contre Healy à l'extérieur d'une boîte de nuit. Le comédien est mort quelques jours plus tard de ses blessures. Mais grâce au puissant homme de main du studio, Eddie Mannix, Beery était commodément à l'étranger lorsque la police a commencé à poser des questions. Aucune accusation n'a été portée et l'incident est tombé dans la rumeur et la légende. La violence de Beery n'était pas non plus un secret sur les plateaux de tournage. Il a agressé des réalisateurs, y compris George Cukor, et a harcelé les enfants acteurs si impitoyablement que MGM a dû assigner des agents de sécurité pour le surveiller.
Jackie Cooper et Jackie Searle auraient tous deux été blessés par Beery pendant le tournage. Quant aux co-stars féminines comme Mary Dressler, elles ont refusé de travailler à nouveau avec lui après avoir subi son harcèlement physique. Au lieu de faire face aux conséquences, Beery a été protégé par les dirigeants de MGM qui ont même gardé un fonds secret pour couvrir les dommages qu'il causait. Le réalisateur William Wellman a carrément qualifié Beery de l'homme le plus détesté d'Hollywood, tandis que le directeur de studio, Louis B. Mayer, a admis que le tempérament de Beery devait être constamment géré. Obsédé par la domination, Beery prospérait dans un système qui récompensait l'intimidation. Du moins, tant que les recettes au box-office continuaient d'affluer. Son héritage reste à jamais entaché par l'obscurité qu'il a apportée en coulisses. George Raft, lien dangereux et obsession du milieu. La carrière de George Raft a été définie par une obsession unique et dangereuse, sa fascination de toujours et son implication profonde avec le milieu criminel. Raft était le dur à cuire original. Mais contrairement à beaucoup qui jouaient des gangsters à l'écran, ses connexions dans la vraie vie n'étaient pas du tout fictives. Né à Hell's Kitchen à New York, Raft a grandi parmi de vrais gangsters et a emporté ses relations à Hollywood. Ses amitiés avec des figures notoires comme Bugsy Siegel et Meyer Lansky n'étaient pas juste pour le spectacle. Les dossiers du FBI ont révélé plus tard que Raft servait d'intermédiaire entre Hollywood et la mafia, aidant à conclure des accords et même à faire taire des problèmes potentiels avec l'aide de ses contacts dans le milieu. Sur le plateau, la réputation de Raft pour l'intimidation était légendaire. Le réalisateur Raoul Walsh a une fois reçu la visite menaçante de deux hommes non identifiés après avoir critiqué la performance de Raft, un avertissement à peine voilé de faire attention. L'actrice Anne Sheridan se souvenait de la tension constante, tout le monde étant sur le qui-vive, sachant que Raft avait des amis puissants qui pouvaient faire disparaître les problèmes. Son obsession pour la loyauté et le contrôle s'étendait à sa vie personnelle. L'actrice Betty Grable a reçu des messages menaçants après avoir rompu une brève relation avec Raft. Sa volonté de brouiller la ligne entre Hollywood et le crime organisé lui a valu des rôles, notamment dans certains Lem Show, après que des rivaux ont mystérieusement été contraints de se retirer. L'héritage de Raft est celui d'un homme qui a fait ses propres règles et a utilisé des connexions dangereuses à la fois comme épée et bouclier. Il a survécu et prospéré, parce que peu à Hollywood étaient prêts à tester jusqu'où il irait pour protéger les siens. Pour George Raft, l'obsession du pouvoir du milieu le rendait aussi dangereux hors écran qu'il ne l'était dans les films. Lawrence Tierney. Lawrence Tierney s'est forgé une réputation en jouant des gangsters durs, mais en réalité, le danger ne s'arrêtait pas lorsque les caméras s'éteignaient. Tierney était connu pour une obsession de la violence qu'aucun studio ne pouvait entièrement contrôler. Tout au long des années 1940 et 50, il a été arrêté 12 fois pour des infractions allant de l'ivresse publique et l'agression, à des bagarres qui laissaient plus que des égos meurtris dans leur sillage. Les collègues et les réalisateurs ont vite appris à marcher sur des œufs. Sur le plateau de Born to Kill, la rage de Tierney a explosé. Il a lancé un verre factice sur le réalisateur Robert Wise, manquant de peu sa tête et frappant à la place un membre de l'équipe. Mais les accès de colère ne se limitaient pas aux hommes. L'actrice Claire Trevor se souvenait d'avoir été agressée physiquement par Tierney après un désaccord, la violence étant si soudaine et sévère que l'équipe a dû l'éloigner. Même les légendaires réparateurs d'Hollywood se sont lassés de le protéger. Des studios comme RKO, qui autrefois payaient la police et faisaient taire les journalistes, ont fini par se laver les mains de Tierney, le laissant affronter seul les conséquences légales. Pourtant, malgré sa réputation dangereuse, son talent d'acteur et son magnétisme à l'écran lui ont permis de garder des portes ouvertes, bien que prudemment. La violence n'a jamais disparu avec l'âge. Même des décennies plus tard, sur le tournage de Reservoir Dogs, Quentin Tarantino lui-même a eu du mal à gérer Tierney, le renvoyant après une altercation physique et un incident de couteau de boucher volé. La vie de Tierney était une étude de l'obsession. Son incapacité à contrôler sa colère et son besoin de domination l'ont laissé isolé, craint, et autant rappelé pour sa volatilité que pour son talent. Dans un monde où les rôles de durs à cuire se terminaient généralement lorsque le réalisateur criait « Coupé », Tierney est resté piégé par ses propres compulsions dangereuses jusqu'à la toute fin. Spencer Tracy. L'image à l'écran de Spencer Tracy était celle d'une force tranquille et stable, mais en coulisses, il était un homme profondément tourmenté par des obsessions concurrentes.
sa romance clandestine avec Katharine Hepburn et sa lutte perpétuelle contre la culpabilité et l'addiction. Catholique fervent, Tracy a refusé de divorcer de sa femme, même s'il a entretenu avec Hepburn une liaison amoureuse de plusieurs décennies, connue de tous à Hollywood, mais cachée au public. Le secret n'était pas seulement une question de réputation. C'était à propos d'un sentiment de culpabilité presque paralysant qui rongeait l'âme de Tracy. Il est devenu obsédé par la tâche impossible de réconcilier sa foi, son mariage et son amour pour Hepburn. Le poids émotionnel était énorme, et Tracy trouvait du réconfort au fond d'une bouteille. Sa consommation d'alcool était légendaire et dangereuse. Amis et collègues apprenaient à reconnaître les signes d'une spirale imminente. Tracy disparaissait pendant des jours, buvant à l'excès dans des hôtels miteux et revenait sur le plateau comme si de rien n'était. Mais le véritable danger survenait lorsque Tracy perdait le contrôle. Il était connu pour faire des crises de colère, s'effondrer émotionnellement et parfois se montrer violent physiquement lorsqu'il était ivre ou dépassé. Un réalisateur a décrit travailler avec lui comme « marcher sur du verre, pieds nus ». Hepburn elle-même est devenue son bouclier et sa gardienne, le protégeant souvent du scandale ou de l'autodestruction. Les studios, reconnaissant son immense talent, l'ont soutenu pendant des années, couvrant ses effondrements et aplanissant les difficultés. Mais l'obsession de cacher sa véritable personnalité, combinée à ses luttes contre l'alcoolisme et la foi, a laissé Tracy brisé et épuisé à la fin de sa vie. Il est mort seulement 2 semaines après avoir terminé son dernier film. Le coup d'une vie passée, déchirée entre l'amour, la culpabilité et un besoin incessant de garder des secrets. Mickey Rooney. Mickey Rooney était l'enfant terrible original d'Hollywood. Une superstar dont l'énergie débordante à l'écran masquait une profonde obsession pour le risque et le chaos. Dès son jeune âge, Rooney a été propulsé sous les projecteurs, devenant l'acteur le mieux payé d'Amérique avant ses 20 ans. Mais la même agitation qui a fait de lui une star l'a aussi rendu dangereux pour lui-même et pour ceux qui l'entouraient. Rooney était obsédé par le jeu, non seulement aux tables, mais avec chaque décision de sa vie. Il pariait sur les chevaux, les cartes et les dés. Il accumulait d'énormes dettes et était tellement impliqué avec les bookmakers que MGM a dû envoyer le réparateur du studio, Eddie Mannix, pour rembourser les gangsters et le protéger de représailles violentes. Son besoin compulsif d'excitation s'est infiltré dans sa vie personnelle où il a traversé 8 mariages, chacun se terminant par des bouleversements, de la jalousie et des chagrins d'amour. Le comportement imprudent de Rooney ne s'arrêtait pas au jeu. Il était célèbre pour ses sautes d'humeur erratiques sur le plateau. Un moment charmant, le suivant disparaissant ou explosant dans une crise de colère. Son tempérament le mettait en conflit avec les réalisateurs et ses partenaires. Sur le tournage de National Velvet, il a failli blesser la jeune Elizabeth Taylor en poussant un lourd pied d'éclairage dans un moment de colère. Même sa relation avec les fans pouvait devenir sombre, car Rooney profitait de son image juvénile pour poursuivre des rencontres douteuses. Dans ces dernières années, son obsession pour le risque l'a laissé isolé, exploité par sa famille et presque démuni malgré des gains de millions. Le plus grand pari de Mickey Rooney a toujours été sur lui-même. Et bien qu'il revenait toujours pour un autre tour, le chaos qu'il a provoqué l'a finalement rattrapé, laissant un héritage à parts égales de génie et de mise en garde. James Dean. L'héritage de James Dean est à jamais lié à l'image de la rébellion et d'une faim sauvage et insatiable pour le danger, une faim qui s'avérera finalement fatale. L'obsession de Dean était la vitesse, non seulement comme passe-temps, mais comme mode de vie. Hors écran, il était aussi intense et imprévisible que n'importe lequel de ses personnages à l'écran, repoussant les limites derrière le veau. De ses voitures de sport Porsche bien aimées et de ses motos. Amis et collègues s'inquiétaient constamment. Dean était tristement célèbre pour rouler à des vitesses dangereuses, ignorer les feux rouges et ne pas tenir compte des avertissements de ceux qui se soucièrent de lui. Ses amis proches disaient souvent que c'était comme si Dean testait le destin, défiant l'univers de le rattraper. Cette obsession de vivre vite ne se limitait pas aux courses. La vie personnelle de Dean était tout aussi tumultueuse. Des liaisons amoureuses supposées avec des hommes et des femmes, des accès de volatilité émotionnelle et une incapacité à ralentir ou à s'intégrer dans le moule traditionnel d'Hollywood. Il a dit un jour à un journaliste « Je vis chaque jour, comme si j'allais mourir demain, et peut-être que je le ferai. » Tragiquement, sa prophétie s'est réalisée. En 1955, à seulement 24 ans,
Dean a été tué dans un accident à grande vitesse en conduisant sa Porsche. Un accident qui a choqué le monde et l'a instantanément consacré comme un symbole de jeunesse fauchée. Même après sa mort, l'obsession de Dean pour la vitesse est devenue légendaire. Sa voiture, surnommée « The Little Bastard », était réputée maudite, accusée de causer des blessures et des décès bien après l'accident fatal. La vie de Dean était une collision entre obsession et destin. Il n'a jamais vraiment échappé à l'impression qu'il manquait de temps, et son refus de vivre prudemment a laissé une empreinte sur Hollywood qui résonne encore aujourd'hui. Pour James Dean, l'obsession n'était pas juste un défaut. C'était la seule façon qu'il connaissait pour vivre. Tony Curtis. Tony Curtis a ébloui Hollywood, avec son allure d'idole de matinée et son charme irrésistible. Mais sous la surface scintillante se cachait un homme consumé par des obsessions qui ont failli le détruire. Curtis était accro au plaisir sous toutes ses formes. Femmes, fêtes, drogue et célébrités. Il était un légendaire coureur de jupons, se vantant de liaisons avec des centaines, y compris certaines des starlettes les plus célèbres d'Hollywood, comme Marilyn Monroe. Mais à mesure que sa carrière décollait, son appétit pour le chaos augmentait aussi. L'obsession de Curtis d'être le centre de l'attention le poussait à des comportements de plus en plus risqués. Il s'adonnait à la boisson excessive et sombra rapidement dans la toxicomanie. D'abord les amphétamines, puis la cocaïne et l'héroïne, alors qu'il cherchait à suivre le rythme effréné qu'il s'était imposé. Ce besoin compulsif de stimulation a déteint sur sa vie de famille. Curtis s'est marié 6 fois, a eu 6 enfants et a laissé derrière lui une série de relations brisées et de scandales publics. Sa fille, Jamie Lee Curtis, parlera plus tard du traumatisme et de l'instabilité causés par ses obsessions. Curtis était souvent absent en tant que père, trop pris dans le tourbillon de la vie nocturne d'Hollywood et la quête de la prochaine sensation forte. Les réalisateurs et producteurs avaient du mal à le gérer car le comportement de Curtis devenait erratique. Il arrivait en retard, sabotait ses propres projets ou se disputait avec ses collègues lorsqu'il se sentait offensé. Pourtant, malgré tout le chaos, Curtis conservait un esprit autocritique sur ses échecs, plaisantant un jour. « Si vous vous souvenez des années 70, vous n'y étiez pas vraiment. Et moi, à peine. » En fin de compte, les obsessions dangereuses de Tony Curtis lui ont coûté plus que de l'argent et des relations. Elles ont presque coûté sa carrière. Sa rédemption viendrait bien plus tard, mais les années perdues, à cause de l'addiction et de l'excès, ont laissé des cicatrices que la célébrité ne pourrait jamais guérir. Fatty Arbuckle, Roscoe. Fatty Arbuckle était autrefois l'un des comédiens muets les plus aimés d'Hollywood, un géant du box-office dont l'appétit pour le plaisir et l'excès semblait sans limite. L'obsession d'Arbuckle était l'hédonisme, les fêtes somptueuses, les nuits folles et un style de vie où rien n'était interdit. Il est devenu un symbole du rugissement d'Hollywood. Ère de tous les possibles, où le succès signifiait l'indulgence et chaque caprice pouvait être satisfait. Mais derrière les rires, le besoin compulsif d'Arbuckle de rechercher des sensations fortes et du plaisir l'a conduit sur un chemin sombre et finalement tragique. La fête s'est terminée brusquement en 1921 lorsque Arbuckle a été accusé de viol et de blessures mortelles sur l'actrice Virginia Rappe lors d'un week-end notoire à l'hôtel Saint-Francis. Le scandale a explosé dans la presse avec des détails d'orgies sauvages et de débauches alimentées par l'alcool, peignant Arbuckle comme le visage de la décadence morale d'Hollywood. Arbuckle a enduré 3 procès éprouvants et a finalement été acquitté, mais le dommage était irréversible. L'opinion publique s'est retournée violemment contre lui. Les studios ont mis ses films sur liste noire et la star autrefois adorée est devenue un paria du jour au lendemain. L'affaire Arbuckle n'a pas seulement détruit sa propre carrière, elle a déclenché une panique morale à l'échelle de l'industrie qui a conduit à la création du Code Hays, un ensemble strict de règles destinées à redorer l'image de Hollywood. Arbuckle a passé le reste de sa vie à essayer, sans succès, de faire un retour. Il est mort jeune, à jamais marqué par les excès qui autrefois lui apportèrent de la joie. Pour Fatty Arbuckle, l'obsession du plaisir s'est révélée non seulement dangereuse, mais catastrophique, tant pour lui-même que pour toute une génération de stars qui ont soudain réalisé que même les plus grands pouvaient tomber. Rock Hudson. Rock Hudson était l'incarnation du premier rôle américain par excellence. Grand, beau et irrésistiblement charmant. Mais derrière ce sourire hollywoodien parfait se cachait un homme tourmenté par une obsession qui allait définir et presque détruire sa vie.
Le secret. Dans les années 1950 et 60, lorsque la célébrité de Hudson atteignit son apogée, Hollywood était impitoyable envers quiconque ne correspondait pas à son image soigneusement élaborée de la masculinité. Hudson, un homme gai dans l'âme, était contraint par le système des studios à mener une double vie incessante. Chaque apparition publique, chaque intrigue romantique, et même son mariage avec la secrétaire de son agent était orchestré pour cacher la vérité au public et à la presse. Le besoin de Hudson de maintenir son personnage fabriqué est devenu une obsession dévorante. Il évitait la véritable intimité, craignant d'être exposé à chaque instant. Les relations secrètes devaient être cachées aux amis, aux tabloïds et même à certains collègues. Le stress a eu un lourd impact, laissant Hudson isolé, anxieux et perpétuellement sur le qui-vive. Ceux qui étaient les plus proches de lui se souvenaient des ruses élaborées nécessaires, faux rendez-vous, photos mises en scène et un niveau de paranoïa qui s'infiltrait dans chaque recoin de sa vie privée. Le besoin de se cacher n'était pas seulement personnel. C'était une question de survie dans une industrie qui l'aurait exilé si la vérité avait été connue. En 1985, lorsque Hudson a révélé publiquement qu'il avait le sida, il a brisé l'un des tabous les plus profonds d'Hollywood. Cette admission a choqué le monde et a brisé l'illusion qui lui avait coûté tant de paix. Pourtant, ce n'est que dans ces dernières années que Hudson a trouvé la liberté qu'il s'était si longtemps refusée. Son obsession du secret a peut-être maintenu sa carrière en vie, mais elle lui a coûté le véritable bonheur. En fin de compte, la lutte de Rock Hudson est devenue un symbole, non seulement d'une obsession dangereuse, mais aussi du prix douloureux payé pour protéger une image. Nick Adams. Nick Adams n'a jamais atteint le statut de superstar de certains de ses contemporains, mais son obsession pour le danger n'en était pas moins réelle ou mortelle. Adams était fasciné par le milieu criminel qui gravitait autour du vieux Hollywood, forgeant des liens étroits avec des figures de la mafia qui lui promettaient accès, pouvoir et protection. Des dossiers du FBI déclassifiés des années après sa mort mystérieuse ont confirmé qu'Adams n'était pas simplement un spectateur. Il agissait comme un intermédiaire entre le crime organisé et l'industrie du divertissement, organisant des opérations de jeu illégales et facilitant même des transactions de drogue à huis clos. Cette obsession de marcher sur le fil du rasoir n'a pas seulement influencé sa carrière, elle a infecté toute sa vie. Sur le plateau de sa série télévisée, The Rebel, le tempérament d'Adams l'a conduit à agresser physiquement un scénariste, lui cassant le nez dans un accès de rage alcoolisé. Son penchant pour porter des armes à feu non enregistrées et sa volonté de les exhiber en public ont contribué à sa réputation croissante de volatilité. Les amis et collègues ont commencé à craindre qu'Adams ne joue un rôle bien plus dangereux que tout ce qui était à l'écran. Les alliances obscures qu'il cultivait ont peut-être coûté plus que sa réputation. Certains soupçonnaient que la mort soudaine d'Adams à 36 ans était un coup de la mafia, une rétribution pour des secrets qu'il ne pouvait pas garder ou des dettes qu'il ne pouvait pas payer. Pour Nick Adams, une obsession pour le milieu criminel était une arme à double tranchant. Cela lui donnait un air de mystère et de dureté, mais cela l'attirait aussi dans une toile dont il ne pouvait s'échapper. Sa fin tragique était un rappel glaçant que dans le vieux Hollywood, le jeu le plus dangereux était parfois celui joué dans l'ombre, où les lignes entre la performance et la réalité étaient fatalement floues. William Holden. William Holden était la star dure et au regard d'acier de Sunset Boulevard et le pont de la rivière Kwai. Mais derrière la caméra, il menait une bataille perdue d'avance contre son obsession la plus dangereuse, l'alcool. La consommation excessive d'alcool de Holden était légendaire, même selon les normes de fête de Hollywood. Au début, cela alimentait son image insouciante, l'aidant à se fondre dans les foules déchaînées qui définissaient l'âge d'or du vieux Hollywood. Mais avec le temps, l'alcool est devenu plus qu'un vice. C'était le moteur derrière une série de choix imprudents et dangereux pour sa vie. Les escapades hors écran de Holden étaient une source constante de préoccupation pour les studios qui envoyaient régulièrement des agents pour réparer les dégâts après des accidents de voiture et des accès de colère dus à l'ivresse. L'un des épisodes les plus sombres est survenu en 1966, lorsque Holden a tué un homme dans un accident de conduite en état d'ivresse en Italie. Les studios Paramount sont intervenus, organisant un règlement et veillant à ce que Holden ne fasse face à aucune conséquence légale. Mais l'incident le hantait et sa consommation d'alcool ne fit qu'intensifier. Sur le tournage de The Wild Bunch, le réalisateur Sam Peckinpah a eu du mal à garder Holden concentré et sobre.
le comportement imprévisible de l'acteur, mettant en danger à la fois lui-même et ceux qui l'entouraient. Les relations personnelles de Holden en ont également souffert. Il était connu pour faire des avances non désirées et pour éloigner amis et amants par sa volatilité. Finalement, son obsession pour la bouteille a contribué à sa mort tragique en 1981 lorsqu'il a glissé, est tombé et a saigné à mort seul après une nuit de forte consommation d'alcool. L'histoire de William Holden est un rappel saisissant de la façon dont les obsessions dangereuses peuvent consumer même les plus forts, et comment les coups sont souvent payés en privé, loin du glamour des projecteurs. Lupe Vélez. Lupe Vélez, surnommé le Mexican Spitfire, était un tourbillon de talent et d'émotions, une femme dont la passion ardente pouvait illuminer une pièce ou la mettre en feu. Son obsession était l'amour, mais pas le genre doux d'Hollywood. Pour Vélez, la romance allait de pair avec la jalousie, la violence et des démonstrations publiques spectaculaires. Les relations de Vélez étaient légendaires pour leur volatilité, notamment avec Gary Cooper. Leur romance était marquée par des disputes épiques. Vélez a une fois poursuivi Cooper avec un couteau de cuisine et, dans un autre moment de rage, a tiré sur lui avec une arme à feu. Cooper a plus tard avoué à des amis qu'il craignait vraiment pour sa sécurité, décrivant leur amour comme « tenir de la nitroglycérine ». Le tempérament fougueux de Vélez ne s'arrêtait pas aux amants. C'était aussi une présence constante sur les plateaux de tournage. Pendant la production de Squawman de Cecil B. DeMille, elle a lancé une trousse de maquillage à la tête du réalisateur, ce qui a poussé le studio à exiger une thérapie de gestion de la colère. Lors d'une première de film en 1933, elle a attaqué physiquement l'actrice Lillian Gish, la soupçonnant d'être impliquée avec Cooper. Les studios ont capitalisé sur sa réputation sauvage, présentant Vélez comme indomptable. Mais en privé, les dirigeants et les co-stars avançaient prudemment, jamais sûrs de quand son humeur pourrait exploser. Hors écran, l'incapacité de Vélez à contrôler ses obsessions a conduit à une vie de chaos et de chagrin. Luttant contre les déceptions professionnelles et des sautes d'humeur incessantes, elle a finalement mis fin à ses jours, en 1944, à seulement 36 ans. La réaction d'Hollywood fut un mélange complexe de tristesse et de soulagement. Certains ont ouvertement admis qu'ils craignaient qu'elle ne se fasse du mal ou ne fasse du mal à quelqu'un d'autre bien avant sa fin tragique. L'obsession dangereuse de Vélez pour l'amour passionné et la jalousie est devenue à la fois sa marque de fabrique et sa perte, laissant un héritage de brillance entaché par un tourment personnel qui résonne encore dans l'histoire d'Hollywood. Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, mieux connu comme le Tarzan original, était une légende olympique dont la vie était définie par une obsession pour la physicalité et vivre à la limite. À l'écran, son athlétisme et ses cascades audacieuses enthousiasmèrent le public. Mais hors écran, cette même compulsion pour l'adrénaline et la domination créait un homme imprévisible et parfois dangereux. La tendance imprudente de Weissmuller était exacerbée par l'alcoolisme et les effets probables de blessures répétées à la tête issues de sa carrière sportive, qui serait aujourd'hui reconnue comme une encéphalopathie traumatique chronique. Ses actions imprévisibles sont devenues légendaires dans les cercles intérieurs d'Hollywood. Pendant le tournage de Tarzan et sa compagne, Weissmuller, ivre, a traîné un caméraman dans un réservoir d'eau, montrant sa force brute tout en mettant en danger l'équipe. L'actrice Maureen O'Sullivan se souvenait de lui soulevant un électricien de 200 livres avec un bras lors d'une fête juste pour prouver un point. Au fur et à mesure que sa carrière se poursuivait, son comportement empirait. Il plongeait à travers des fenêtres en verre lors d'événements de studio, se laissant ensanglanter et impassible, et à plus d'une occasion, menaçait physiquement des producteurs. L'incident le plus célèbre est survenu en 1946, lorsque Weissmuller a étranglé le producteur Sol Lesser, dans un accès de rage à cause de rumeurs sur son remplacement dans la franchise Tarzan. Dans ces dernières années, la prise de Weissmuller sur la réalité s'est affaiblie. Il glissait apparemment dans son personnage de Tarzan, rejoignant des scènes dans des maisons de retraite et effrayant le personnel. Même son propre fils a admis que la frontière entre Johnny et son alter ego de la jungle avait pratiquement disparu. L'obsession dangereuse de Weissmuller pour le frisson et la domination physique a transformé un héros en une figure d'avertissement, illustrant comment les qualités qui ont rendu un homme célèbre peuvent finalement causer sa perte. John Wayne.
La présence imposante de John Wayne et sa masculinité robuste ont défini des générations de héros américains, mais son obsession pour l'autorité et la dureté transformait souvent les plateaux de tournage en champs de bataille. Le besoin de Wayne de dominer n'était pas seulement une question de performance. C'était une compulsion qui influençait chaque interaction, tant personnelle que professionnelle. Il exigeait un contrôle absolu, et lorsqu'on le défiait, sa colère explosait de manière à laisser des cicatrices durables. Sur le plateau de The Green Berets, Wayne a physiquement agressé un jeune technicien du son qui avait osé suggérer un changement de script, plaquant l'homme contre un mur et lui adressant un avertissement sévère. Sa consommation quotidienne d'alcool était légendaire, un 5e de bourbon par jour sur Red River, et ne faisait qu'alimenter son instabilité. L'insistance de Wayne sur le réalisme l'a conduit à renvoyer les coordinateurs de cascade et à prendre en charge des séquences dangereuses, entraînant de multiples blessures sur le plateau. Plus alarmant encore, Wayne a apporté une arme chargée sur le plateau de The Cowboys, affirmant que c'était pour sa protection. Personne n'osait le dénoncer, un témoignage de la culture de la peur qu'il a instaurée. Le complexe d'autorité de Wayne s'étendait au-delà du plateau. Les acteurs amérindiens qui remettaient en question l'exactitude historique des scènes étaient menacés de mise sur liste noire, et certains ont refusé de travailler à nouveau avec lui. Le pouvoir de Wayne lui permettait d'agir presque en toute impunité. Les studios et les producteurs fermaient les yeux tant que les recettes au box-office continuaient d'affluer. Son obsession d'être l'alpha ultime, à l'écran et en dehors, a créé un environnement où l'intimidation et l'imprudence restaient incontrôlées. Dans le monde de John Wayne, l'autorité n'était pas méritée, elle était imposée. Et pour ceux pris dans son orbite, cette obsession pouvait être aussi dangereuse qu'un duel de western. Des courses désespérées pour l'amour, aux obsessions de pouvoir, de secret ou de vivre à la limite, ces légendes sont prouvées que derrière chaque sourire de l'âge d'or se cachait une bataille que personne d'autre ne pouvait voir. Leurs histoires nous rappellent que l'obsession n'est pas seulement un scénario hollywoodien. Elle est réelle, et elle change des destins. Quelle obsession d'acteur vous a le plus choqué? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus de récits sombres du passé doré d'Hollywood, n'oubliez pas de vous abonner. Le prochain script pourrait être plus proche que vous ne le pensez.